sciences humaines. Commençons, si vous le voulez bien, par parler du coronavirus. L'onde de choc n'en finit pas de se propager, les frontières se ferment, les aéroports aussi, la tension monte, le système économique mondial est en danger, alors même que, objectivement, pour l'instant, peut-être que cette maladie n'a pas tué tant de gens que ça. Peut-être qu'on en parle trop. Avant de recueillir votre opinion, je vous propose d'écouter un porte-parole du ministère de la Santé chinois qui, chaque jour, égrène presque nom par nom le nombre de victimes. 确诊病例3062例，其中湖北2618例。 新增重症病例296例，其中湖北258例；新增死亡病例97例，其中湖北91例，安徽2例，黑龙江、江西、海南、甘肃各1例；新增疑似病例4008例，其中湖北2272例。 Patrick Pelloux, de mémoire, il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine. Est-ce que c'est vraiment indispensable et utile de faire comme ça ce point de vue exhaustif, ce point de situation plutôt? Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en 2020. Donc, du coup, non, il paraît. Donc, du coup, les méthodes de communication. Pas selon le calendrier chinois. Voilà, pas selon le calendrier. Donc, d'un coup, voilà, on est obligé de dire tout ça. Parce que c'est l'époque de la transparence. Notamment dans notre bel hexagone, la transparence a toujours été demandée par la population. Le législateur a fait des lois, etc., notamment après l'affaire du sang contaminé qui a laissé des traces, ou des affaires de santé publique majeures comme l'amiante, etc., tout ça. Donc du coup, quand il arrive une épidémie, maintenant, c'est... voilà, on dit tout et on ne cache rien. Alors oui, en effet, ça peut... votre question, elle est à 2 étages, en fait, parce que si on dit trop... On entraîne une forme de psychose et il y a des gens qui ont peur. Ça, j'en ai tous les jours au téléphone au SAMU, très bien. Si vous dites rien, vous entraînez la psychose et les complotistes qui d'un coup ils vont dire il se passe des choses. Cache tout. On me cache tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à mon sens, il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité des tas de petites pandémies comme ça qui ont eu lieu et qui passaient sous la ligne de flottaison de la connaissance de la science. Maintenant, avec les progrès considérables qu'on a faits, on est au courant. Il y a un virus qui est sorti, qui est arrivé, qui se répand, etc. Alors vous allez voir, ça va se calmer. Hein, dans 10, 15 jours, là on arrive au sommet, d'ailleurs il commence à le dire, ça y est, on arrive à un plateau et puis après ça va redescendre. En effet, vous avez raison, on sait, alors la science est formidable, hein, c'est formidable. On a des virologues, notamment en France, des biologistes qui sont absolument remarquables. On sait qu'en gros, quelqu'un de contaminé risque de contaminer 2 personnes, d'accord ? Que les cas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais les enfants semblent plus protégés que les adultes, et ceux qui meurent, en fait, c'est ceux qui sont souvent atteints de maladies chroniques, de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'insuffisance cardiaque, etc. Bon. Là, en France, aujourd'hui, vous avez eu plus de morts par la grippe saisonnière hexagonale qui tue chaque année 5 à 10 000 personnes, les années les pires. D'accord ? Cette année, elle est moins forte parce qu'on pense que les grèves ont empêché en fait la transmission du virus dans les transports en commun. Non, mais c'est vrai, hein, c'est la réalité. Vive les grèves, on a évité l'épidémie. on a fait des économies à la Sécu, c'est formidable. Donc voilà, il y a ça, mais il y a eu plus de morts donc, de la grippe aujourd'hui et des accidents du travail. Et puis, vous avez plus de risques en allant au ski d'avoir une fracture de chute de ski que de choper le Mais cette inquiétude qui est diffusée par cette information, est-ce que vous arrivez à la calmer? Vous disiez au téléphone, donc au SAMU où vous travaillez, vous avez des gens qui vous appellent et vous pouvez les rassurer ou ils disent non, je viens quand même Non, oh là là, on est entre nous, il n'y a personne qui regarde. D'accord. Non, moi, on a eu des cas absolument complètement fous. J'ai croisé un Asiatique, vite venez me chercher, j'ai peut-être attrapé la maladie. Une autre dame qui hébergeait une étudiante chinoise chez elle l'a enfermée dans la chambre pour nous dire venez la chercher. Enfin là tu te dis c'est complètement inconsidéré. Mais on arrive à les gérer, mais c'est un petit peu pénible. Mais en même temps, si vous voulez, moi le standard du SAMU de Paris est quand même le standard qui regroupe tout Paris, donc 6,5 millions de personnes dans la journée, d'accord, un peu plus de 2-3 millions la nuit.
vous voyez le nombre de gens qui ont peur et tout. Oui, c'est important, ça nous fait rire, etc. C'est gênant pour le quotidien, parce qu'il y a le quotidien, il ne faut pas oublier ça. Mais ça se gère. Ça se gère, ouais. oui, ça se gère. Alors, ce qui est intéressant, Rachel Binas, c'est que pour les internautes qui nous suivent et qui réagissent sur Twitter comme chaque jour, il n'y a pas de question. Plus exactement, la réponse est claire. On leur demande, faut-il une transparence absolue concernant le coronavirus? C'est oui à 95%. On dirait une élection de Xi Jinping en Chine. Oui. Il n'y a pas de débat pour les gens. Mais la politique en soi, elle ne demande pas une transparence absolue. Il y a dans certains domaines des zones qui doivent rester grises. À une certaine époque, même le mensonge peut aider comme ça à cimenter la nation. Là, c'est différent. On est sur une affaire de santé publique. Et on le sait, quand on ment, on discrédite vraiment la parole politique et ça peut donner lieu à des dérives. Alors, on parle de théorie du complot, ou en tout cas, théorie du complot, ça ne serait pas le bon terme pour reprendre Taguieff. En fait, ça serait des mentalités complotistes. Parce que des complots, il y en a, en fait. Et les Français le savent. Il y a, Patrick Pelloux le rappelait, il y a une époque en France où on avait justement tendance à mentir plus qu'à tomber dans un excès de transparence. On nous expliquait que le nuage s'arrêtait à la frontière, etc. Le nuage de Tchernobyl. Exactement. Donc c'est normal qu'il y ait de la part des Français, peut-être pas une inquiétude, mais en tout cas une volonté de vouloir rester informés. Et puis, à l'heure d'Internet, tout finit par se savoir. Donc même si vous voulez un petit peu aseptiser la réalité, d'une manière ou d'une autre, ça ressort. Maintenant, je pense qu'il faut rester à la fois prudent et même quelque peu optimiste quant aux réactions des Français en général. Il y a je pense à un chercheur qui s'appelle Pablo Servigne, si je ne me trompe pas, qui a fait une étude un petit peu sur les catastrophes et la réaction des gens face aux catastrophes. Plus on se rapproche de l'épicentre d'une catastrophe, plus les phénomènes d'entraide sont nombreux. Tout à fait vrai. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et la société politique, par essence, qu'est-ce qu'elle a pour but? Elle a été créée pour ça, pour développer des phénomènes d'entraide. Je suis complètement d'accord. C'est les phénomènes quand il y a eu les attentats, notamment du 13 novembre 2015 à Paris, où les gens ouvraient leurs portes et attrapaient des gens qui couraient dans la rue pour les réfugiés, bien sûr. Ouais. Jackie Isabello, vous qui êtes un esprit original, comme tous ceux qui sont ici d'ailleurs, mais est-ce que vous auriez envie de défendre un avis contraire? Non, j'ai pas envie. Vous êtes partisan de la transparence absolue? Non, alors je vais peut-être le prendre sous l'angle de la communication. Ce qu'appelle la notion d'alerte, chez nous, est très importante. Quand on travaille sur de la communication de crise, on se dit toujours, faut-il déclencher l'alerte ou pas? Puisque l'alerte génère un surplus d'informations. Et pendant très longtemps, on s'interrogeait sur faut-il ou pas. Désormais, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de questions. Je vais vous raconter rapidement un petit exemple. On a débriefé il y a quelques semaines, on a fait un rétex, comme on dit, avec des spécialistes de la préfecture, des communicants, des spécialistes des catastrophes, sur la catastrophe de Lubrizol. Et qu'est-ce qui s'est passé à Lubrizol? Le préfet a géré d'un point de vue tactique parfaitement bien la situation. Ils ont d'ailleurs sauvé des centaines de vies, ça ne s'est pas su. Parce que la communication autour de Lubrizol a été une catastrophe. Et notamment pourquoi? Parce qu'à un moment, le préfet s'est dit « je ne vais pas déclencher les sirènes parce que de toute façon, les codes de sirène, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. » C'est-à-dire qu'il y a un code de sirène, on devrait l'apprendre. Il dit « ça va les foutre dehors, il ne faut surtout pas les mettre dehors. » Et qu'est-ce qui a pris la main? Eh bien, les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à faire fuiter des photos de ce fameux nuage noir. Et les spécialistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « attendez, il n'y a pas de problème. Comme il n'y a pas de vent, les molécules mortelles, si elles étaient restées près du sol avec le vent, on tuait des centaines de personnes. Là, fort heureusement, il y a du vent. Elles sont parties à plusieurs centaines de mètres, donc n'alertons pas la population. Personne n'a dit, mais les gens vont percevoir une catastrophe dans leur tête et ils vont provoquer un suraccident. Donc aujourd'hui, et moi j'ai écrit plein de trucs dès le début du coronavirus en disant les pouvoirs publics doivent faire ce qu'on appelle de la gesticulation nécessaire. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas là avec l'objectivité nécessaire et la puissance qui est celle des scientifiques, eh bien ce sont les réseaux sociaux et pas forcément que les complotistes, des gens qui ont peur. Et un dernier point que je vous soumets, docteur Pelloux, c'est j'ai dit attention à l'arrogance scientifique. Pourquoi? Parce que quand vous avez des grands sachants qui arrivent et qui vous disent « cessez avec vos questions bêtes »,
Non, la question bête, elle est un acte citoyen. Quand on dit aujourd'hui, les gens ne vont même plus voter, quand les gens vous appellent pour vous poser une question qui vous semble bête, c'est pas plus bête qu'un bac plus 12 normalien qui vous pose une question à la con sur la façon dont on fait un screenshot avec un iPhone. Donc il faut prendre tout ça en question et se dire, il va y avoir des tas de questions. Elles ne seront pas des questions de sachants, il faut véritablement les traiter et que tous les outils, ce qu'on appelle les dark tools, donc tout ce qu'on met en place pour préparer les catastrophes qui ne sont pas sur le web et que vous activez dès qu'il y a une catastrophe, eh bien, il faut prendre en compte toutes ces questions qui sont des questions de citoyens, des gens qui ne sont pas spécialistes de la pneumopathie, je ne sais pas quoi, qui sont des spécialistes de la logistique, de l'économie, du journalisme et de l'aspect bulgakovien de la paperasse, du journalisme, mais qui ne sont pas des spécialistes des maladies. Et donc ça, c'est très important. Et je vais terminer par un bon point. Et ben, je vais vous dire, autant ils ont mal démarré, autant je trouve que les pouvoirs publics français se débrouillent plutôt pas mal. Ils ont mis en place toutes les bonnes conférences de presse, ils communiquent énormément avec l'objectivité nécessaire et on arrive à pas faire paniquer ou en tout cas pas diffuser des informations qui pourraient être perturbantes dans l'opinion publique. Avant d'écouter Fergan Azziari, quelques points de vue d'internautes. Parisia qui nous dit qu'une totale transparence est la bienvenue, car ce virus concerne de plus en plus de gens vivant en dehors de la Chine. Claudius, de la transparence, oui, mais bien expliqué pour ne pas affoler inutilement les populations. Chris Cross qui nous dit qu'un dissident chinois parle en réalité de plus d'1 million de cas et de milliers de morts, donc il met en doute cette communication officielle de la Chine. Philippe se demande combien de morts nos services seraient-ils capables de traiter par jour sans exploser. Bon, c'est une question un peu théorique. Non, c'est pas théorique. C'est pour reprendre. Non, mais ouais, c'est une question pour faire suite. Les scénarios ont été pensés. En fait, la stratégie qu'on a à l'heure actuelle, c'est que dès qu'il y a un cas, une suspicion de cas, il est pris et il est mis dans un réseau de soins isolés. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des barrières. En fait. Donc on a un système de barrières. Si jamais on dépassait, mais ça a été le cas avec le fameux, l'hypothèse qui a été négative d'enfants à l'école, en fait, on ferme l'école et on teste tous les enfants. Mais en gros, en cas de débordement, ça serait de la gestion de masse, en fait. Donc d'un coup, probablement qu'on prendrait 1 ou 2 hôpitaux et on dirait, voilà, ils sont tous regroupés là. Non, donc on ne se ferait pas 2 en 10 jours comme en Chine. Non, mais là encore, si vous voulez, si le virus était aussi virulent et aussi violent et dangereux que ça, à l'heure qu'il est, on n'en serait pas là. D'accord ? Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et je rejoins ce que vous disiez, il n'y a pas de mauvaises questions. Si les gens ont des questions à poser, ils appellent le SAMU, ils font le 15 et en fait, on leur répond. Fergan Azziari, votre point de vue ? Je pense qu'il faut aussi rappeler d'où vient cet exercice chinois qui consiste à déballer tous les chiffres des victimes. Il faut quand même rappeler le contexte politique, c'est-à-dire que le pouvoir chinois, au début, a tenté d'étouffer la propagation du virus en discréditant les lanceurs d'alerte. Il y en a un qui est mort il y a quelques jours, qui a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux et notamment dans la presse chinoise. Donc cet exercice de communication officielle est aussi un moyen de se racheter une virginité auprès de la population qui n'a plus beaucoup confiance en fait, dans la communication officielle, dans la mesure où, pendant très longtemps, le régime a nié le problème, l'a minimisé, en empêchant finalement la formation de circuler librement, ce qui a entravé aussi la capacité du système sanitaire chinois à faire face à la propagation du virus. Donc, et moi, je pense que ça, je trouve que cet épisode est assez intéressant des caractéristiques assez perverses des régimes autoritaires et dictatoriaux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on parlait de la fin de l'histoire et qu'on disait que finalement le modèle de civilisation libérale était le plus à même à traiter les problématiques de notre temps, certaines voix nous disaient « Ah mais regardez, la Chine, ça fonctionne bien, c'est certes un régime autoritaire, mais l'inhumanité de ce régime a le mérite de coexister avec une certaine efficacité. » Eh bien, ce que cet épisode montre, c'est que finalement, l'autoritarisme, même pour la gestion des crises les plus urgentes, n'est pas toujours efficace parce que le monopole que le régime détient sur l'information est un obstacle à la résilience et à la discipline des populations. Et en plus de cela, c'est un système où il y a une irresponsabilité totale. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui sont responsables de ce fiasco ne rendront pas de compte là où, dans un processus constitutionnel ouvert, les responsabilités et les têtes tomberaient plus facilement. Pardonnez-moi, je ne trouve pas que ça soit un fiasco par rapport à ce qu'ils ont fait. Je suis complètement d'accord avec vous sur la question
politique de la Chine, etc. Ça, et puis ils ont réussi à résoudre, grâce à cette épidémie, la crise à Hong Kong. D'accord, hein, mis sous le tapis. oui, ils ont carrément réussi. Enfin, mais le gouverneur local s'est tué pendant plus d'un mois. voilà, Il savait qu'il y avait des cas, il n'a rien dit. Bon. Mais cela dit, on ne peut pas dire que ça soit un fiasco, parce que justement, ils ont réussi quand même à faire une barrière et à passer. Et le travail qui est cohérent, où il serait une véritable dictature fermée s'ils ne collaboraient pas. Or, ils collaborent, mais vraiment à livre ouvert. Ouais, mais en même temps. Pour que les experts de l'OMS aillent sur le. Oui, mais ça y est, c'est fait. Ouais, mais bon, c'est leur culture. Vous savez très bien comment ils sont. C'est pénible, c'est difficile. Est-ce qu'une démocratie libérale aurait pu se permettre, aurait eu la capacité de faire traîner les choses. Non, mais peut-être qu'elle aurait mis plus de temps aussi. Peut-être aurait-elle mis plus de temps aussi à bloquer 20 millions de personnes, par exemple. Bah oui, eux ils sifflent et tout le monde est bloqué, tout le monde reste chez soi. Là, ils ont réussi à faire la barrière qu'on serait incapable de faire en France. Oui, parce que sans vouloir, je ne vais pas parler à sa place, mais rappelez-vous en 2003, quand certains médecins disaient « je crois que c'est la merde dans les hôpitaux, parlant d'être grossier, il y a un problème, il fait trop chaud et les personnes âgées sont en train de mourir le pouvoir en place, lui, faisait des conférences de presse sur des... puisque c'est Patrick Pelloux qui a alerté l'opinion. Et nous, on était là, les communicants, en disant « mais qu'est-ce qu'il fait ce ministre en bras de chemise à communiquer en disant « non, mais tout va bien, un médecin sur place, forcément, va pas dire tout et n'importe quoi ». Sur ces sujets-là, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut que la mécanique générale se sentent responsabilisés à chaque étape pour véritablement engranger un processus de groupe. Et c'est ça qui est compliqué. Et on n'était pas très bon jusqu'à 2003. Ouais, un dernier mot là-dessus, Patrick Pelloux. Olympe DG nous dit « Ça n'a aucun sens de comparer la grippe normale au coronavirus parce que nous n'avons pas encore de bilan annuel. » C'est vrai que... Bilan annuel de quoi ? Du coronavirus. Peut-être que dans un an, le coronavirus aura tué plus que la grippe. Non, parce que les pourcentages, je ne suis pas d'accord avec Olympe, les pourcentages qu'on a, parce que vous imaginez, tout le monde réfléchit par rapport aux personnes contaminées et à leur mortalité, et la mortalité est moins forte que la grippe saisonnière. Oui, ok, sur les mêmes durées de temps. Les mêmes durées. Après, votre auditrice a tout à fait raison, on n'a pas les chiffres au final, mais pour l'instant, c'est moins virulent que la grippe saisonnière. Et comme le sujet passionne, le virus continue-t-il à muter, nous demande Claudius. On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, oui, je sais qu'on est à la période de l'immédiateté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de mauvaise question parce que comme il y a des jeux, c'est pas. Et en même temps, c'est peut-être désespérant par rapport aux autres choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Ben voilà, quand on ne sait pas, il faut le dire. Voilà. On change de sujet complètement, si vous le voulez bien. On va reparler de Mila. Vous savez, cette jeune lycéenne qui a exprimé sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram pour être précis, une détestation très, très violente et assez vulgaire, il faut bien le dire, de l'islam. Depuis, les responsables publics sont assez divisés. Sont-ils ou ne sont-ils pas Mila ? On se souvient des déclarations de Ségolène Royal expliquant qu'elle n'était vraiment pas du tout Mila. Voici deux nouvelles prises de position qui sont intéressantes parce qu'elles ne viennent pas du même camp politique. Écoutez d'abord Brice Hortefeux, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, considérait hier sur BFM TV que Mila avait vraiment été trop agressive pour être défendue. Les propos de cette adolescente, et c'est pour ça qu'il faut en même temps se souvenir que c'est une jeune fille, ces propos sont inutilement agressifs et injurieux. Elle se fait traiter quand même, je le cite, notamment de sale pute française, on va te niquer. Mais bien sûr, mais ces propos étaient inutilement agressifs et injurieux. Alors, ça n'empêche pas Brice Hortefeux de condamner très, très clairement et très fermement les attaques dont elle fait l'objet, mais en tout cas, il y a une espèce de mise à distance. Et puis, écoutez, peut-être